Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. On regarde les titres de cette nouvelle édition d'information. Le vice-président de la République et le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie affichent leur satisfaction à l'issue d'une visite de terrain à Yamoussoukro et à Bouaké. Ensemble, les deux personnalités sont allées voir de près l'état de réalisation des infrastructures liées à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra dans notre pays dans seulement quelques semaines. Le compte-rendu de notre envoyé spécial Herman Livier dans quelques secondes. L'année 2023 se terminera avec une perte d'exploitation d'environ 127 milliards de francs CFA dans le domaine de l'énergie. Le gouvernement a donc décidé d'équilibrer la balance en procédant à un ajustement du tarif de l'électricité. L'ajustement de 10% sera élargi à l'ensemble des abonnés. Et puis au Sénégal, le délai pour le dépôt des candidatures pour la présidentielle a expiré. Plus de 70 dossiers ont été réceptionnés par le Conseil constitutionnel. Les ténors de l'opposition ainsi que le candidat de la coalition au pouvoir sont tous dans une pré-liste de potentiels candidats qui seront officiellement désignés le 4 janvier 2024. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le président de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a signé ce mercredi des décrets de nomination. Le premier porte sur la présidence de la République, quand le second porte sur le district autonome d'Abidjan. Je vous propose de suivre le communiqué de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 27 décembre 2023 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République, du gouvernement et du district autonome d'Abidjan. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Fidèle Boroton Sarasoro, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur Emmanuel Kofi Aoutou, secrétaire général de la présidence de la République, Madame Masséré Touré, épouse Koné. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Célestin Serré-Do est nommé ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. Au titre du district autonome d'Abidjan, Monsieur Ibrahima Cissé Bakongo est nommé ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan en remplacement de Monsieur Robert Mambé-Begré, nommé Premier ministre chef du gouvernement. Fait à Abidjan le mercredi 27 décembre 2023. Dans l'actualité hors de chez nous, au Nigeria, au moins 160 personnes ont été tuées dans le centre du pays lors d'une série d'attaques contre des villages, ont annoncé lundi dernier les autorités locales. Des groupes armés dont les membres sont localement qualifiés de bandits ont attaqué pas moins de 20 villages, incendiant de nombreuses maisons entre samedi soir et lundi matin, a précisé le président du conseil du gouvernement de Bokos. Rappelons que de conflits religieux et ethniques agitent le centre du pays depuis des années et les populations locales vivent dans la terreur des offensives de groupes djihadistes et de bandes criminelles. Je vous donne à présent lecture de ce télégramme de la présidence de la République. À son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation que j'ai appris la nouvelle des attaques de groupes armés
survenue entre le 23 et le 25 décembre 2023 dans plusieurs villages de l'État du Plateau, dans le centre du Nigeria, faisant plus de 160 morts et de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère du Nigeria, notre profonde compassion et la solidarité du peuple ivoirien, tout en condamnant ces attaques que rien ne saurait justifier. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre nos sincères condoléances aux familles éplorées, de même que nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Très haute et fraternelle considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Direction Yamoussoukro, où le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné, et le Premier ministre ont procédé à la visite de l'hôtel Président. L'établissement fermé en octobre dernier pour rénovation a rouvert depuis le 2 décembre dernier. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a également procédé à la visite du stade Charles Konambani de Yamoussoukro, des visites d'inspection suivies par Herman Guibé. Des infrastructures sportives de qualité pour une Coupe d'Afrique des Nations marquée du sceau de l'hospitalité. Ce slogan à lui seul pourrait résumer les visites engagées par le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé dans la capitale politique Yamoussoukro à quelques jours de l'ouverture de la grande messe du football africain. Première étape de cette visite, le stade Charles Konambani de Yamoussoukro. L'opérateur chargé du suivi des travaux engagés au sein de l'édifice rassure, de grands ajustements ont été faits afin que la CAN à Yamoussoukro soit à la hauteur des ambitions affichées par le gouvernement. Voir de plus près ce qu'il en est, toucher du doigt, interroger si cela s'impose, voici l'exercice auquel s'est livré le Premier ministre à Robert Begré-Mambé. Les vestiaires des joueurs, les salons VIP et VVIP et cette somptueuse pelouse qui donne envie de faire carrière dans le football, rien n'échappe au regard du chef du gouvernement. Le travail qui a été fait ici est remarquable. Et du point de vue technique, et du point de vue des équipements, nous sommes prêts. Mais retenez une chose, on va rester vigilants jusqu'à la fin de la compétition. Nous avons demandé que des équipes d'astreinte soient mises en place ici. Dans tous les secteurs d'activité, nous aurons des spécialistes en permanence parce que la Côte d'Ivoire va être à jour en toutes circonstances vis-à-vis des prestations attendues de ce grand pays. Nous avons donné des indications à tous nos amis qui sont dans cet espace pour que la vigilance soit de mise. Sinon, ce que nous avons vu est rassurant. Cap est ensuite mis sur l'hôtel Président, aux côtés du chef du gouvernement, le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné. Tous deux procèdent à une inspection minutieuse des lieux. Tout doit être parfait à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les suites présidentielles, la salle de réception, la tour, la piscine, les salles de restaurant, le bâtiment respire la pleine forme. Les travaux de rénovation engagés lui ont redonné une seconde vie. La délégation conduite par le vice-président et le Premier ministre prend la direction de la ville de Bouaké. Et justement, après la capitale politique, le vice-président et le Premier ministre ont mis le cap sur la deuxième plus grande ville du pays, à Bouaké. Ils ont visité la cité Cannes. Le Premier ministre s'est également rendu au Stade de la Paix et au Ranotel. On retrouve encore une fois Herman Guibé. Nous sommes en début d'après-midi. Le vice-président de la République et le Premier ministre marquent leur arrivée à la cité Cannes de la ville de Bouaké. Les deux personnalités et leurs délégations venues s'enquérir des commodités qu'offre cette cité Cannes, les villas visitées offrent sérénité, modernité, le tout avec une touche de luxe qui invite à la concentration. Le président de la République, Alassane Ouattara, attache une grande importance au confort et à la convivialité qui doit caractériser la Cannes. Tous ceux qui viennent nous voir, tous nos hôtes, doivent être à l'aise et savoir que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil et qu'on tient à tout ce qui peut agrémenter leur séjour. À Yamoussoukro, l'hôtel Président est presque prêt.
Il n'y a que quelques petits réglages à faire, mais tout sera prêt et je trouve que tout a été fait pour que ce soit les meilleures conditions de séjour des uns et des autres. Ici, au village de la Canne, non seulement la qualité a été respectée, mais en plus de ça, les besoins ont été pris en considération. J'ai visité une villa entraîneur avec tout le dispositif dont peut avoir besoin un entraîneur pour suivre son équipe. J'ai visité la villa des joueurs avec tout le confort qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils donnent le rendement le plus important qu'ils peuvent donner. Voilà ce que nous avons fait et nous allons continuer de le faire et rendre compte au chef de l'État pour lui dire que la CAN se prépare bien et que nous sommes persuadés que ceux qui viendront seront heureux. Direction à présent, le stade de Bouaké, capacité d'accueil, 40 000 places. Le Premier ministre s'offre un tour de l'infrastructure, une visite guidée qui lui permet de se rendre compte que tout est en place afin que le football prenne toute sa place dans le calendrier qui lui sera réservé. Escale à l'hôtel de la Paix de Bouaké, situé en face du stade de la Paix. Il a été réquisitionné par une équipe de football. Un technicien explique au chef du gouvernement la nature des travaux engagés. Dernier édifice visité à Bouaké, le RAN Hotel. Le bâtiment respire la fraîcheur, une véritable résurrection. Le Premier ministre n'hésite pas à vérifier par lui-même le confort proposé à la clientèle. Au terme de cette visite, le chef du gouvernement ne cache pas sa satisfaction. Le stade de Bouaké est magnifique. Nous avons regardé certains détails en donnant des indications. Et je pense que l'équipe qui est sur place est très dynamique et nous savons que rien ne nous échappera. Après le premier hôtel que nous avons visité, nous venons d'achever la visite de cet hôtel qui donne des perspectives rassurantes. Et je puis vous dire qu'il y a 2 réglages à faire pour que cet hôtel qui a fait le charme de Bouaké reprenne vie et que le goût de la vie revienne à Bouaké. Le 3 ou le 4 janvier, vous aurez les nouvelles définitives de cet hôtel. Il ne reste plus grand-chose à faire. Je félicite l'entreprise, le BNET et la mairie de Bouaké, ainsi que le corps préfectoral, qui ont mis beaucoup d'énergie à donner à cet hôtel son lustre d'antan. Il y a bon espoir que Bouaké soit prêt à recevoir la CAN à travers le RAN Hotel. Bouaké, comme plusieurs autres villes du pays, vibrera au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. En attendant l'ouverture de la compétition, les infrastructures hôtelières et sportives amplifient leur mise à jour. Toutes les infrastructures de la CAN 2023 respirent la fraîcheur. Merci Herman Guivet. On parle maintenant de ce sujet qui anime les conversations depuis seulement hier. Le réajustement tarifaire de l'électricité effectué en juillet dernier n'aura pas permis à la Côte d'Ivoire de résorber son déficit énergétique. Le gouvernement a donc décidé de relever les tarifs à hauteur de 10%, une mesure applicable dès le 1er janvier 2024. La nouvelle augmentation va concerner tous les abonnés. Les explications de l'enseignant Bakayoko. Malgré le réajustement du prix de l'électricité à 9,6 francs intervenu en juillet passé, l'année 2023 se termine avec une perte d'exploitation de 127 milliards de francs CFA. Cette situation provoque de graves conséquences sur l'équilibre de l'offre relativement à la demande en matière d'électricité. Un effort supplémentaire de la part des abonnés est donc nécessaire pour permettre de s'approcher du taux d'équilibre d'ajustement tarifaire de 27%. Aussi, sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a décidé d'un ajustement du prix de l'électricité de 10%. Cet ajustement s'applique à l'ensemble des abonnés d'électricité à compter du 1er janvier 2024. Ce nouvel ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA le kilowattheure à 87 francs le kilowattheure pour un coût de revient moyen de 89 francs. L'appui constant de l'État au financement des investissements se poursuivra pour répondre aux besoins croissants des populations et des industriels. Je tiens à rassurer nos populations que des mesures ont été prises par le gouvernement en vue de réduire l'impact
de cet ajustement sur leur quotidien. Des concertations ont été conduites par le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises avec les industriels et les partenaires sociaux à cet effet. Le ministre Souleymane Diarra assure que des contrôles renforcés seront effectués afin d'éviter la surenchère dans les usines et dans les marchés. Il faut préciser que le prix moyen du kilowattheure en Côte d'Ivoire reste l'un des plus faibles de la sous-région, où le prix moyen se situe entre 101 francs et 132 francs le kilowattheure. Au Sénégal, le kilowattheure se vend à 119 francs. Au Togo et au Bénin, il se négocie entre 100 francs et 111 francs. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie. Dans le cadre de l'ajustement des tarifs de l'électricité, le ministre du Commerce et de l'Industrie porte à la connaissance des opérateurs économiques de l'instauration du principe de l'information préalable et de la concertation avant toute révision de prix de denrées de grande consommation en général et en particulier les prix des produits soumis à la réglementation des prix et de la concurrence conformément au décret numéro 2022-167 du 9 mars 2022. Le ministre du Commerce et de l'Industrie invite toutes les populations au signalement de toute hausse excessive de prix, exhorte l'ensemble des acteurs au strict respect des dispositions mentionnées et à la dénonciation de toute révision de prix en dehors du de concertation. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, signé Souleymane Diarra. 2 mois après sa prise de fonction, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation fait le tour de ses collaborateurs. Khalil Konaté était récemment dans les locaux de Tri Postal et à la direction générale de la Poste. Une visite pour s'enquérir des conditions de travail des agents. On en parle avec Chris Diomandé et Jean-Marc Djadji. Trècheville, kilomètre 4, direction générale de la Poste de Côte d'Ivoire. Au sein de cette direction se trouve le Centre national du tri postal. Ce centre, créé il y a une vingtaine d'années, reçoit pour la plupart des courriers en provenance de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Hier, une fierté pour le pays. Aujourd'hui, ce centre est l'ombre de lui-même. Rita travaille ici depuis 3 ans. Ce centre, c'est toute sa vie. Quand on arrive les matins, on reçoit les lettres de l'international d'abord. On fait l'ouverture et puis on oriente ça dans les différents bureaux. Comme vous le constatez là, il y a beaucoup de poussière. La climatisation ne donne pas trop. Et puis on n'a pas assez de matériel pour se protéger. À l'instar de Rita, plusieurs agents espèrent un lendemain meilleur pour leur entreprise. Je voudrais dire merci au ministre. Déjà, qui s'imprègne de la situation de la Poste. Et depuis qu'il est arrivé, vraiment, par la grâce de Dieu, il nous aide. Mais voyez les conditions. Vraiment, on travaille dans des conditions très pénibles. Tout ce qu'on fait, c'est manuel. Alors qu'on aurait pu avoir des appareils électroniques pour faire le tri. Face à cette situation, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, s'est rendu dans ce centre pour s'imprégner des réalités. Cette présence est saluée par le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. L'inlassable effort que vous faites pour la mise en œuvre effective des textes qui régissent l'activité postale en Côte d'Ivoire, la relance durable de la Poste de Côte d'Ivoire et le bien-être des travailleurs de la Poste de Côte d'Ivoire. Grâce à votre intervention personnelle, la Direction générale a pu obtenir un concordat avec la CIE pour un apurement progressif et allégé de sa dette, vieille de 2008. Des mesures d'urgence sont prévues pour offrir un cadre idéal aux travailleurs du Centre national du tri postal. Grâce à l'action du président de la République qui a permis que les salaires, les arriérés de salaire des agents de la Poste soient payés, nous avons adressé donc la question de la modernisation et de la transformation de la Poste avec tous les acteurs. La nouvelle Poste que nous voulons construire, c'est une Poste digitale. C'est une Poste logistique. C'est une Poste où les services numériques vont prendre le pas sur l'ancienne Poste.
En Côte d'Ivoire, ce sont 200 agences postales qui bénéficieront d'une réhabilitation de leurs locaux. Une bouffée d'oxygène pour les activités de tous les services affiliés à la Poste de Côte d'Ivoire. La valse de communiqué se poursuit. Je vous donne lecture de celui du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale apporte à la connaissance des populations vivantes en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le lundi 1er janvier 2024, jour de la fête du 1er janvier, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national, signé Maître Adama Camara. Les 40 ans d'existence de la GESTOSI, la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, auront permis de reconnaître le mérite de certains agents. L'anniversaire a été meublé de remises de distinction. Au total, 162 agents ont reçu la médaille d'honneur du travail. Un reportage de Mahama Traoré. Nous avons eu la réussite du transfert des clients export Mali-Burkina au dépôt de Yamoussoukro. En 2021, prix national d'excellence de la meilleure entreprise du secteur pétrolier. Actuellement, GESTOSI en Côte d'Ivoire est aussi le deuxième dépôt en capacité de stockage en Afrique de l'Ouest après le Ghana. Tous ces lauriers glanés après 40 années d'existence, la GESTOSI, Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, le doit à ses salariés. 162 d'entre eux reçoivent donc la médaille d'honneur du travail pour le service accompli. GESTOSI, c'est une société d'esprit de famille et nous avons la convivialité à GESTOSI. Nous travaillons aussi en parfaite synergie. Si j'ai des conseils à donner aux jeunes recrues qui viennent de nous rejoindre dans l'entreprise, je leur dirais de cultiver des valeurs, d'être humble, d'anticiper dans le travail. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale traduit la reconnaissance du gouvernement aux travailleurs distingués. Servez d'exemple à tous vos cadets qui vous admirent et espèrent certainement être les prochains bénéficiaires de la médaille d'honneur du travail à juste titre. Mais n'oubliez pas qu'elle vous confère désormais une grande responsabilité, car elle est et reste un encouragement à toujours mieux faire. Cette distinction des agents marque la fin de la célébration du quarantenaire de la GESTOSI. Renforcement du dispositif sécuritaire dans la commune de Songon. Des engins à 2 roues ont été offerts aux forces de défense et de sécurité. Un don du chef de l'État nous rapporte ce commentaire de Khalil Diomandé. Une vingtaine d'engins à 2 roues remis aux forces de l'ordre de la commune de Songon en vue de faciliter leur mission de sécurisation des biens et des personnes. Ces dons sont l'œuvre du chef de l'État Alassane Ouattara et de son premier ministre Robert Begré-Mambé. Au nom des bénéficiaires et des populations, le maire de la commune traduit sa reconnaissance aux donateurs. Nous sommes très contents, la population aussi est très contente et nous ne faisons que prier pour ces 2 personnalités et tout le gouvernement pour qu'ils aient toujours la clairvoyance pour se soucier de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Ces dons sont évalués à plus de 22 millions de francs CFA. Les filles, fils et cadres du village de Koriakro s'engagent à participer au développement de leur localité, un engagement réitéré lors de la cérémonie d'installation du président de la mutuelle de développement de la dite localité. Les membres de la MUDECO se projettent déjà pour achever les travaux de construction de plusieurs infrastructures de base dans le village, dans le département d'Atiéguarco. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Demeurer des acteurs de développement communautaire dans un esprit de cohésion et de vivre ensemble. C'est le défi qu'entend relever le nouveau bureau exécutif de la mutuelle de développement de Koriakro, village Nanafoué dans le département d'Atiéguarco. Un engagement réitéré par le président de cette mutuelle lors de la cérémonie d'investiture. Une rencontre qui a permis de partager avec la population l'espoir que la MUDECO apportera un souffle nouveau et contribuera à améliorer les conditions de vie
dans cette localité de la région du Béni. Le château marche de façon mécanique. Nous souhaitons notamment qu'il y ait un flotteur pour le rendre automatique, qu'une structure puisse nous permettre à des coûts supportables pour que chaque maison, chaque ménage puisse avoir de l'eau ce soir. Le foncier également aussi, on a des difficultés. Nous souhaitons que dès maintenant, en amont, que cela soit fait et qu'en aval, la réconciliation puisse nous permettre de vivre ensemble dans la cohésion sociale. Le représentant du parrain de la cérémonie exhorte l'union et félicite la MUDECO pour avoir décidé de prendre en compte le développement de Koréakro dans toutes ses dimensions, notamment au niveau social, économique et infrastructurel. Le message qu'il m'a chargé de délivrer, c'est de prôner un message de cohésion, d'entente au niveau même du village et puis demander à la population de soutenir la mutuelle. Parce que la mutuelle est un outil puissant de développement dans chaque village. S'il n'y a pas de mutuelle, le village ne peut pas évoluer. Mais il ne s'agit pas de dire qu'il y a une mutuelle. Il faudrait encore que les gens se donnent la main à l'intérieur de cette mutuelle. Dans sa vision de développement, la MUDECO, créée en 2016, entend œuvrer pour l'achèvement de plusieurs projets majeurs qui vont favoriser le développement continu de Koréakro. Il s'agit de l'adduction en eau potable, des travaux de construction du 2e groupe scolaire de 3 écoles et du centre de santé de ce village de 3000 âmes. Direction la région du Guémont, une association humanitaire vole au secours des enfants. Dans le village de Toazéo, l'ONG Omen a offert des cadeaux à une centaine d'enfants, des orphelins pour la plupart. C'était à la faveur de la fête de Noël. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Pour sa première sortie, l'organisation humanitaire Marie-Emmanuela Nelly, au Mans, a choisi le village de Toazéo, dans le département de Dioukwé. Là, une centaine de jeunes orphelins ont bénéficié d'un arbre de Noël. Pour Evelyne Guy, la fondatrice de Oman, cette initiative vise à pérenniser le sens du partage et de l'assistance aux plus démunis. Heureux d'avoir reçu ces cadeaux, les récipiendaires ont remercié les membres de cette organisation. Avant cette étape de Toazéo, l'organisation a offert des cadeaux à quelques enfants des villages de Guitrozon, Niambli et Guézon. Oman compte dans les années à venir s'ériger en ONG pour avoir plus d'impact sur les populations. L'Union des Minyanka, un peuple qui trouve ses racines profondes au Mali, veut contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. L'association vient de célébrer la journée de la paix, une occasion pour elle de valoriser son patrimoine culturel. Des prières écuméniques, une lecture du Saint-Coran et plusieurs actions sociales ont également été menées en faveur des personnes vulnérables. Soro Corona. Esplanade du centre culturel de Katoula, lieu de rassemblement des Minyaka. Sous-groupe Sénufo, les Minyaka sont originaires de la région de la Bagoué, précisément dans le département de Tengrila. Regroupés au sein de l'UMASI, Union des Minyaka et Amis du Côte d'Ivoire, ce peuple fait de la paix, la cohésion sociale et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire sa priorité. On ne peut rien faire dans un pays sans la paix, donc les Minyaka ont souhaité quand même accompagner le président de la République. Et sans la paix, on ne peut rien faire. Donc les Minyaka, leur souhait, c'est sensibiliser nos familles, nos cités, nos parents et accompagner le pays. La journée nationale de la paix est l'occasion pour l'UMASI de promouvoir la langue Minyaka, des us et coutumes, sans oublier le patrimoine culturel, matériel et immatériel. 3 panels autour du thème central. Quelle contribution de la MASI à la promotion de la paix en Côte d'Ivoire était au programme de cette journée. Lorsque vous respectez son identité, le Minyaka a ses valeurs qu'il peut partager avec les autres. Le Minyaka est un homme pacifique. Donc le Minyaka, à travers son identité, peut contribuer à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les membres de l'Union des Minyaka et Amis du Côte d'Ivoire présents à Katoula ont fait don du précieux liquide. Des dons sont aussi faits aux pensionnaires des orphelinats, du centre social et de la prison civile de Katoula. Plusieurs danses traditionnelles Minyaka ont donné une coloration festive à cette journée consacrée à la paix en Côte d'Ivoire. Tombée de rideau sur l'émission de télé-réalité musicale 1 à 12, une émission coproduite par la RTI. Dans une ambiance colorée, les 12 jeunes talents du micro ont rivalisé d'ardeur pour décrocher le Graal. Une saison 4 marquée par le sacre de la petite Jemima Komena qui remporte au passage la somme de 2 millions de francs CFA. Mohamed Khalil Diomandé.
Atmosphère chaud bouillant à la grande finale de la saison 4 de la télé-réalité musicale 1 à 12. Gonflés à bloc, les 12 finalistes explosent à tour de rôle la scène de la salle des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Puissance vocale, rythme et créativité, chaque jeune talent met le paquet pour séduire le public et singulièrement les membres du jury. Tout le monde a bien chanté, c'est qu'on espère qu'elle gagne. Au bout du compte, Jemima Komenan se hisse en tête du podium. Elle est talonnée par Anne Bailly. La 3e place revient à Deborah Nyamba. Le trio aura conquis le jury par sa performance vocale et ses envolées lyriques. Je veux remercier mes coachs parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu. C'est vrai qu'il y a des fois, on me criait dessus, mais pour finir, j'ai remporté le grand lot. Je suis contente, je pleure de joie. Je veux être une chanteuse internationale. Cette finale de la saison 4 de 1 à 12 aura répondu aux attentes des milliers de spectateurs et de partenaires présents. C'est une très belle finale et pour le président de la fondation, ici on chante qu'il est récupéré juste après la finale. Je suis très satisfait. Ça a répondu totalement à mes attentes et je pense qu'il y a une belle relève. Nous n'avons pas eu tort de soutenir ces enfants-là parce que comme je le disais toujours, un enfant bien encadré et soutenu est forcément un potentiel acteur de développement de demain. Lancée en 2019 par Yes Communication en collaboration avec la RTI, l'émission 1 à 12 contribue depuis 4 années maintenant à l'éclosion de nombreux jeunes talents de la musique. Les initiateurs, heureux de voir l'émission gagner en maturité et se bonifier au fil des saisons. Il y a eu une amélioration tant au niveau de la qualité de production qu'au niveau de la prestation des différents candidats. Les enfants ont eu plus d'assurance. Nous allons continuer à soutenir cette émission car l'émission est en train de se positionner. Pour cette saison 4, le vainqueur du Super Prix décroche la somme de 2 millions de francs CFA. Le trio gagnant bénéficiera d'une production musicale offerte par la Fondation Ici on chante. Direction à présent le Sénégal avant de refermer ce journal où le délai pour le dépôt des candidatures pour la présidentielle a expiré mardi soir. 79 candidatures ont été déposées au Conseil constitutionnel. Plusieurs ténors de l'opposition ainsi que le candidat de la coalition au pouvoir sont mentionnés dans une préliste de potentiels candidats qui seront officiellement désignés le 4 janvier 2024. Et puis, hors de nos frontières, la guerre menée contre le Hamas va durer encore de nombreux mois, a confirmé mardi le chef d'état-major d'Israël. Plus de 300 000 soldats réservistes sont ainsi mobilisés. Et si ces soldats ont reçu des compensations financières en quittant leur travail pour aller combattre, ce n'est pas le cas de leurs épouses qui se retrouvent seules à la maison avec les enfants. Face donc à la colère qui monte, le porte-parole de l'armée israélienne a reconnu en début de semaine le fardeau supporté par ces familles et assure que le gouvernement va travailler sur un système de compensation pour les soutenir. Voilà qui referme cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Merci de votre aimable attention et je vous dis à très vite.